Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 389 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la preview de la deuxième demi-finale de conférence Est entre les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers. Preview tactique de cette série ô combien intéressante. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Cleveland Cavaliers contre Indiana Pacers, la deuxième demi-finale de conférence de cette année 2025. On a déjà traité la première Boston-New York, si ça vous intéresse d'aller retrouver un peu dans le fil des podcasts ou sur la chaîne YouTube la preview. Et donc aujourd'hui la deuxième, la moins sexy. Ça y est d'ailleurs, les Lakers ont été éliminés. On va moins parler des Lakers sur le Basket Lab, vous inquiétez pas. Non, je plaisante, mais en effet, c'est vrai que cette série, pour le coup, je pense qu'elle va être c'est un peu la moins sexy médiatiquement chez les gros médias, etc. Mais je pense que c'est pas la moins intéressante, même pas du tout. Notamment parce qu'on a quand même des Pacers assez intrigants, je trouve, qui ont des grandes forces aussi, parfois, je vais pas dire des grandes faiblesses, mais qui ont un style de jeu, je trouve, assez atypique. Et pour le coup, on peut aller là-dessus directement. Donc, preview de cette demi-finale de conférence. Je pense que les Cavs qui sont favoris, je les prends quand même pour gagner la série, spoiler, je dis la fin au début, mais je pense quand même que ça va être intéressant, ça va être assez intéressant, et je pense que ça va être beaucoup moins ça va être expédié beaucoup moins vite que la première série d'ailleurs, petit bilan, enfin non pas de bilan, mais la série du premier tour contre le Heat, qui a été un peu totalement oubliable, je pense, pour beaucoup. Je vais même pas en dire trop, parce que d'ailleurs j'ai pas trop regardé, donc voilà, 4-0 assez rapidement. Et par contre, de l'autre côté, c'est vrai que côté Pacers contre Bucks au premier tour, on va dire que modulo l'aspect blessure assez évident de Lillard, qui n'a pas pu jouer cette série en entier, qui a pas fait le début à cause de son caillot dans le sang, qui a pas fait la fin à cause de sa blessure relativement grave. Je crois qu'il va manquer au moins 1 an avec sa blessure, mais voilà. Et modulo aussi peut-être le coaching de Doc Rivers, qui en fait, il y a des matchs il fait jouer 5 minutes AJ Green, et puis le dernier match de la série il fait jouer 46 minutes. Pareil pour Brook Lopez, qui commence titulaire et puis en fait finit au fond du trou, Kyle Kuzma, etc. ça. Bon, bref, modulo tout ceci, je pense qu'on a un peu eu la confirmation. Et j'en parle parce que ça va se transposer sur cette série. On a la confirmation un peu de cet affrontement qui est un peu le pire fit tactique pour les Bucks, avec une attaque, une équipe des Pacers qui bouge beaucoup, qui a des actions assez complexes, et qui surtout, même au-delà du play call, des systèmes, etc., il y a aussi une notion de rythme dans leur jeu, d'espace et de rythme, même sur demi-terrain, pas que le rythme de transition, même sur du demi-terrain, l'exécution elle est rapide, le spacing est toujours là, les cuts, etc. Donc ça, on a eu un peu la confirmation que c'est cette attaque-là contre une équipe des Bucks qui est assez forte à l'intérieur, protéger le panier, le rebond, etc., mais qui a une escouade de défenseurs un peu off-ball et en défense collective qui est pas bon. Voilà, on n'a pas été surpris du résultat au final. En plus, les Bucks n'ont pas pu briller autant qu'ils auraient pu sans Lillard, donc voilà. Mais donc, allons-y, preview Cavs contre Pacers. Tiens, attaquons justement peut-être par là. Attaquons par l'attaque des Pacers contre la défense des Cavaliers. À mon avis, c'est peut-être le côté du terrain le plus intéressant, peut-être le plus équilibré. En un sens, on viendra tout à l'heure à la défense des Pacers, mais là, je pense que l'attaque des Pacers a moyen de faire du mal à cette défense des Cavaliers. En tout cas, le match-up va être intéressant. Parce qu'en fait, les Pacers, encore une fois, avec leur style de jeu un peu atypique, pour le coup, avec Haliburton qui est à la baguette, le passeur de génie, etc. On connaît l'histoire, mais même plus que ça, collectivement, c'est une attaque qui a toujours beaucoup de spacing, beaucoup de rythme, beaucoup une exécution rapide, etc. Donc, on voit que finalement, c'est un style de jeu qui fait des dégâts. Et même face à des défenses d'élite, souvenez-vous, même la finale de conf l'an passé. Voilà, on avait aussi parlé dans les bilans 2024 l'été dernier. Moi, je pense qu'il y a un aspect où le mouvement est peut-être la prochaine révolution en NBA, arriver à instaurer plus de mouvement et plus seulement telle star, t'as tes tickets shoot, on remonte la balle lentement, fais ton isolation, fais ton pick and roll. Bref, donc je pense que la force de frappe d'Indiana est peut-être un peu sous-estimée en un sens. Elle a toujours un peu aidé et a toujours ce côté non pas variance, mais qui peut faire très mal, même à des bonnes défenses, un peu sur le papier ou de niveau général, parce que d'un point de vue tactique, c'est très cool. Mais, c'est vrai que, première chose à dire, à mon avis, je pense qu'on est sur un fit tactique beaucoup moins à l'avantage des Pacers que ça pouvait être le cas avec les Bucks. On l'a dit, les Bucks, leur escouade de défenseurs en extérieur en général, je veux dire, était pas bon off-ball, tout ce qui est Gary Trent Jr., Kyle Kuzma,
même Taurean Prince, etc. Enfin, l'activité off-ball est pas bonne, donc on a affaire surtout avec les Bucks une défense finalement assez rigide et pas hyper armée pour faire face à ce mouvement. En l'occurrence, je pense que les Cavs, c'est un peu l'inverse. C'est peut-être pas la meilleure. Je pense qu'on a toujours du OKC, notamment OKC Boston, qui sont un peu au-dessus sur ce côté horizontalité de la défense, etc. Voire les Rockets, peut-être. Je ne sais pas s'ils se retrouveront en finale. Mais les Cavs sont quand même beaucoup mieux armés que nos amis les Bucks, malheureusement. Enfin, malheureusement pour les Bucks. Mais je veux dire, déjà le fit en soi est moins avantageux côté Pacers et donc l'affrontement devrait être un peu plus intéressant. Parce que je pense que structurellement, les Cavs ont un peu des atouts et une beaucoup plus grande flexibilité, pas du tout rigide, au contraire, une plus grande flexibilité pour un peu répondre aux dilemmes et aux problèmes que va poser l'équipe des Pacers. Donc voilà, déjà on peut parler de manière assez logique et normale. On pense directement quand on parle de flexibilité, de switch ou autre, on pense au switch on-ball, évidemment, de switcher le pick and roll, l'action avec le ballon, bien entendu, mais quand je parle de polyvalence et d'une défense un peu polymorphe, assez dynamique et un peu plus flexible, on va dire, c'est pas que sur le ballon. C'est que je pense qu'on peut aussi avoir pas mal d'ajustements et de coaching d'un point de vue au niveau des rôles, qui fait quoi sur le terrain, qui est-ce qu'on place dans le rôle du safety défensif, donc du libéro défensif qui peut rôder autour du panier et qui s'en fiche de son match-up. On peut jouer avec les match-up justement, on n'est pas aussi rigide que les Bucks qui avaient le gros, il faut qu'on le mette sur le gros d'en face, etc. Non, là on a beaucoup plus de polyvalence. Donc le switch on-ball, d'accord, mais pas que. Voilà, donc globalement, d'un point de vue thème de la série, je pense que les Cavs sont beaucoup mieux armés pour répondre au mouvement, si on devait le généraliser, au mouvement que va proposer les Pacers. Ça, c'est un peu l'idée générale. Après, en rentrant un peu dans le détail, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que notamment la flexibilité, elle est apportée, par une escouade de déliés, d'extérieurs qui peut faire pas mal de choses, et des profils un peu différents, etc. Mais c'est vrai qu'elle est surtout apportée par la paire d'intérieur, qui est peut-être la meilleure raquette défensive de NBA, ou pas loin, mais surtout une raquette qui est au-delà du niveau défensif, qui est très bon, parce que d'ailleurs, la raquette des Bucks, elle est pas si mal que ça. Mais c'est vrai que elle est aussi extrêmement flexible elle-même, extrêmement polyvalente, cette raquette des Cavs, avec une capacité littéralement à faire toutes les couvertures possibles. C'est-à-dire que, plus Jarrett Allen que Evan Mobley, pour le coup, mais Evan Mobley peut le faire aussi un peu, il y a la couverture en drop. C'est-à-dire, sur le pick and roll, je reste bas par rapport au niveau de l'écran. Ok, ça on connaît. Jarrett Allen peut le faire mieux. Jarrett Allen n'est pas un 10 sur 10 à la Rudy Gobert, mais c'est quand même très solide, donc il y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité de jouer en edge, donc de les faire monter au niveau de l'écran, un peu plus en retrait, un peu plus en amont, en avance, etc. Globalement, au niveau de l'écran, il y a cette possibilité, et d'ailleurs, c'est paradoxalement, je pense que beaucoup qualifieraient un peu Jarrett Allen de défenseur de drop, alors que en vrai, il joue quand même beaucoup en edge, pour le coup, un peu comme Hartenstein, d'ailleurs. Donc, il y a cette mobilité qui peut les faire monter plus haut sur les écrans. Et puis, il y a aussi, tout simplement, la qualité de switch. Et des deux, moi j'avoue que je le rappelle à chaque fois, mais Jarrett Allen, c'est quelqu'un qu'on n'hésite pas, même de base, pas sur un switch, mais de base, à mettre comme match-up principal en début de possession sur, on l'a déjà vu sur des Kawhi Leonard l'an passé, on l'a déjà vu sur des Tatum l'an passé, mais même cette année. Voilà, on n'hésite pas à le mettre parfois sur des match-up un peu comme ça. Donc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mobilité. C'est pas que justement un peu le grand qui fait du drop et qui a des longs bras, quoi. Non, il y a beaucoup de mobilité. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi affaire à une défense qui peut switcher. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de cette série, peut-être, quand on connaît la source d'attaque principale des Pacers en dehors du mouvement collectif, la synchronisation des cuts, etc. Il y a aussi le fait que tout part, en tout cas beaucoup part aussi du pick and roll. Or, en l'occurrence, quand tu as des intérieurs qui sont capables de switcher, littéralement, le fait de changer sur l'écran, ça veut dire que tu ne concèdes aucun décalage. C'est l'idée de base. Alors, tu concèdes d'autres choses. Tu concèdes des 1 contre 1, peut-être pas forcément à ton avantage, etc. Mais l'avantage principal et le but de switcher, c'est je ne concède aucun décalage. Voilà, il y a pas de par exemple, il y a pas d'espace pour le porteur de balle à Liberton qui sort de l'écran, il y a pas d'espace pour un pull-up, il y a pas d'espace pour un drive si le défenseur attend très bas, il y a pas non plus une possibilité de passer par-dessus parce que je suis bien 2 contre 1, donc hop, je passe par-dessus et donc ensuite on a un surnombre ailleurs, etc., etc. Switcher, pas de décalage. Donc, face à cette attaque qui tourne aussi beaucoup de par le pick and roll de Haliburton, mais même aussi d'ailleurs de McConnell avec la seconde unité et d'autres, c'est vrai que ça peut être un atout de choix, pour le coup. Parce que, voilà, littéralement, tu peux gommer, tu peux neutraliser, en tout cas atténuer un peu la force de frappe de pick and roll de ces Pacers et de Haliburton.
Et ensuite, bon, quelle est la manière de punir un switch? Quel est l'inconvénient? C'est de donner des 1 contre 1, donc t'es mismatch, hein. Si tu changes sur l'écran, t'es pas forcément avec que des 1 contre 1 qui sont à ton avantage en tant que défense. Non, tu peux donner des mismatchs, comme on dit. Bon, c'est vrai que là-dessus, alors c'est peut-être un point clé, formulons-le comme ça, plutôt qu'une faiblesse d'Indiana. C'est un point clé, un point de bascule à suivre, à quel point les Pacers peuvent punir éventuellement ce genre de switch. Parce que, on va dire que dans la hiérarchie offensive des équipes, peut-être du top 8 qui va rester sur le deuxième tour, c'est peut-être pas une des équipes où je me dis, eux, c'est dans les meilleurs pour punir les switches. Hein. Je pense que Boston est un peu le meilleur pour moi, à mon avis, à l'Est. C'est un peu toute leur philosophie offensive, d'ailleurs. Je pense qu'une équipe comme les Knicks aussi sont quand même pas mal du tout, avec à la fois Brunson ou à la fois Kat. Les deux sont quand même très bons. À l'Ouest, on peut aller chercher du OKC. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas qui est qualifié entre entre Clippers et Denver, mais les deux sont aussi très bons pour le coup pour punir les switches, évidemment, avec du Jokic, avec du Kawhi Leonard ou des mecs comme ça. Et de l'autre côté aussi, Warriors ou Rockets. Bref. Donc c'est vrai que si on fait un peu un classement des 8 restantes, on va dire, les Pacers, ils peuvent. Évidemment, ils peuvent. On parle du top 8 de NBA, hein, donc quasiment. Mais c'est peut-être pas les meilleurs. Donc, quid, point de bascule, à surveiller à quel point, notamment un Siakam peut aller punir au poste bas. Et lui, je suis quand même assez confiant pour le coup. Soit punir au poste bas quand il y a un petit qui switch sur lui, soit sinon aller cibler en isolation aussi. Un drive depuis le périmètre, il peut le faire aussi, je pense. Donc il y a ça. Et l'autre point de bascule, c'est aussi Haliburton. Bon, je n'ai pas envie de me répéter, hein, peut-être qu'il y a des nouveaux auditeurs, mais c'est vrai que je le répète depuis des années. Moi, c'est un peu ça que je surveille chez lui depuis des années, parce que le côté passeur de génie, on le voyait quand en fait enfin pas que passeur, mais cerveau génialissime. On le voyait déjà quand il était rookie, qui jouait 20 minutes aux Kings en fait. Hein, des actions défensives de folie, des manipulations de défense ou alors d'attaque quand lui était en défense, etc. Mais la clé pour moi, c'est à quel point est-ce qu'il peut un peu sortir du théorème Chris Paul de non, je force pas mon scoring et je reste un peu en meneur gestionnaire, un peu à l'ancienne quoi, années 2000, 90, etc. Et à quel point est-ce qu'il peut être un peu plus héliocentrique. Et je trouve qu'il l'est plus que Chris Paul dans certains passages, on va dire. Mais voilà, gros point d'interrogation, parce que si les Cavs sortent en proposant ce type de défense, ce genre de schéma, et que Haliburton va avoir beaucoup de switch plutôt que des fenêtres de passe, des fenêtres de drive, des fenêtres de pull-up, à quel point Haliburton peut monter le curseur et lui-même forcer. Parce que j'en parle aussi parce que pour moi, il est capable. Il est largement capable. On le voit que des pull-up à 3 points sur isolation, il est capable, driver, il est capable, etc. Il peut le faire, c'est juste qu'il aime pas le faire à haut volume. Mais quid de si les Cavs te mettent au défi de le faire à haut volume? C'est un peu toute la question, c'est un point de bascule à surveiller en cas de switch. Et c'est vrai que même au-delà de ça, il y a aussi un avantage. Après, on reviendra sur la question des match-up, du pick and roll, des switch, etc. Mais juste pour dire également, donc, la flexibilité vient des bigs. Chacun des deux bigs peut à peu près tout faire, en fait, défensivement, en termes de couverture de pick and roll. Mais pour moi, ça vient aussi du fait que t'en as deux. T'en as deux, et donc forcément que tu peux espérer en avoir un qui va un peu jouer ce qu'on appelle le rôle du lowman. Donc le lowman, c'est celui qui, géométriquement sur le terrain, est le plus proche du panier et généralement côté faible. Grosso modo, c'est le rôle ou l'endroit du terrain, quand tu es dans ce rôle-là, où c'est à toi d'aider au panier. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que pour s'assurer que ça soit un big ou un bon protecteur de panier qui soit dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez peut-être, mais on dit à un de nos intérieurs, tiens, tu défends ce non-shooter ou tu défends ce joueur moins intéressant. Et comme ça, lui peut totalement abandonner un peu ce match-up individuel, cette responsabilité individuelle, et en l'abandonnant, en prenant la liberté, le fameux rôle de libéraux défensif, c'est justement pour être le lowman dans chaque action. Voilà, le libéraux défensif, le roamer, le safety, je rappelle un peu les termes, mais je rappelle aussi la séparation des deux trucs, c'est le safety, ça permet de justement être sur chaque action le lowman. Voilà, le mec qui défend le panier. Bref, mettons un peu ça de côté. L'idée, ce que je veux dire, c'est que même si tu viens attaquer un des deux bigs sur pick and roll, que ce soit en edge ou drop ou switch ou n'importe quoi, finalement, ce qui est génial avec les Cavs, c'est que t'as un peu l'assurance d'en avoir un deuxième en deuxième rideau, littéralement. Donc ça, c'est cool. Autrement dit, même si tu en arrives à concéder un mismatch, par exemple, sur un switch, tu switches et tu offres un mismatch soit à Siakam, soit à Haliburton, en fait, tu peux aussi te dire, je le fais parce que je sais qu'en plus, derrière, j'ai une assurance tout risque, en fait. J'ai un mec qui va être au panier pour compenser. Donc, littéralement, t'as un peu ce truc de, par exemple, si Jarrett Allen switch sur Haliburton et que Haliburton est en feu ou arrive à le dépasser sur switch, sur des 1 contre 1, etc., t'as ce truc de dire, c'est pas très grave parce que derrière, il y a Evan Mobley qui va soit protéger le panier, soit empêcher le tir, soit carrément le contrer si le tir n'est pas dissuadé, ou l'inverse, ou pareil, ou alors sur des post-up de Siakam, si les Pacers commencent à faire des actions pour obtenir un switch à Siakam et que Siakam veut l'attaquer, tu peux toujours avoir une assurance tout risque derrière, quoi. Un mec qui peut rôder autour du panier.
Donc c'est bien quoi, parce que il y a un peu ce truc de soit dissuader et donc le 1 contre 1. Je sais pas moi, si c'est un petit, qui est-ce qu'on peut, je dis n'importe quoi, hein. Si c'est Mitchell ou Garland ou n'importe qui au final se retrouve à défendre Siakam, bon le premier rideau on s'en fiche en fait. Juste tu fais du mieux que tu peux, tu fais pas faute, tu restes les bras levés et vu que il y a un deuxième mec sous le panier derrière toi, en fait Siakam il va juste prendre le pull-up un peu nul quoi. Le pull-up à 2 points, le post-up un peu loin du panier plutôt que post-up où il peut aller directement jusqu'au panier, déposer le ballon dans l'arceau. Pareil pour Liberton, dire vas-y, tu peux m'attaquer, hein, prends des pull-up à 3 points, prends des pull-up à 2 points, même des flotteurs, mais t'arriveras pas à aller sous le panier quoi. Donc c'est un peu cette idée. Donc je voulais aussi en parler pour ça. Le truc c'est que ça peut ne pas se faire si facilement que ça. Est-ce que je parle français ou pas? Allez, on le reformule. Ça peut être un peu une complication côté Cavs de s'assurer d'avoir toujours un peu ce mec en deuxième rideau. Bon, évidemment, parenthèse, je vous épargne le truc où, parfois, évidemment, sur les 48 minutes, il y a aussi des minutes où il y a soit l'un, soit l'autre, donc pas les deux ensemble. Mais bon, bref, mettons ça un peu de côté. Il y a aussi le truc pour moi, et ça s'applique aussi dans les cas où il y en a que un qui est sur le terrain, il y a le fait que les Pacers, finalement, n'ont pas tant que ça de non-shooters. Ils ont des mecs un peu moins bons, forcément, mais il n'y a pas de non-shooter et notamment l'intérêt principal c'est notamment que tu as ton pivot Miles Turner qui est un shooter, alors pas d'élite en termes d'efficacité, hein, c'est pas Towns, c'est pas Porzingis, mais c'est un mec 37-38% quoi, alors pas 41-42 etc, mais un vraiment bon shooter à 3 points pour le poste de pivot. Et donc c'est vrai qu'en général le pouvoir magique d'avoir un pivot qui shoot, c'est que le pivot étant défendu par un pivot généralement, et depuis pendant longtemps ça a été comme ça, l'avantage d'avoir un Miles Turner c'est que tu éloignes le protecteur de panier du panier, littéralement. Donc c'est l'énorme avantage, l'énorme répercussion d'avoir l'énorme valeur structurelle, comme on dit, d'avoir un pivot qui shoot, c'est ça. C'est de finalement d'affaiblir la protection de panier de par cette menace et ce match-up. Bon, donc il y a Turner, il y a aussi Siakam qui peut-être, je pense, peut le faire, peut prendre des 3 points, etc. Alors j'ai pas ces pourcentages de cette année. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est pas évident. Il n'y a pas un non-shooter sur les deux bigs côté Pacers, donc faut pas penser que ça va être totalement facile de bricoler des trucs. Mais tout de même, je pense que il y a moyen un peu que les Cavs soient en mode de toute façon, il y a peut-être Siakam qu'on va pas respecter ou pas trop, donc allons-y. On joue avec un safety, un libéraux qui défend Siakam et qui justement ne le défend pas. Donc il y a cette première possibilité, le côté on est prêt à vivre avec vivre et mourir, et on parie plutôt qu'on va vivre plutôt que mourir, c'est un peu l'idée. Vivre avec un 3 points de Siakam ouvert ou semi-ouvert si quelqu'un vient le contester ensuite quoi. Donc il y a un peu ça, premier plan. Siakam, j'ai retrouvé, il fait quand même une saison à 39% à 3 points. Donc c'est aussi là-dessus où je veux dire que c'est peut-être celui des deux où tu es le plus confiant de laisser ouvert, pardon. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce que voilà, il est quand même capable de les mettre. Donc voilà, à haut volume, peut-être que la machine peut s'enrayer, peut-être que voilà. Mais bon, toujours il y a la réalité du terrain aussi, hein. Si tu commences un match et qu'il en met 2, 3, 4 d'affilée, la tactique, t'as beau te dire non mais sur 20 tirs, ça passe. On est content, ça va se normaliser. Bon, il y a la réalité aussi du terrain où tu te dis non, en fait, il faut s'ajuster quoi. La main chaude, le côté humain et pas juste le côté théorique de la tactique où tu dis non mais laissons faire sur des gros volumes, ça va passer. En général, ça marche pas trop. Donc disais-je, les Pacers, la difficulté, c'est que ils ont 2 bons shooters à 3 points au niveau des postes de pivot. Donc je me pose la question, à quel point va-t-on un peu commencer à jouer avec les match-up côté Cavs? En général, on ne le fait pas, mais en général, on n'a pas forcément un adversaire comme les Pacers qui, à la fois, a 2 shooters et en plus un qui est plus qu'un shooter, c'est aussi Siakam, un mec qui peut attaquer en sortie de dribble si tu fais un close-out sur lui, etc., etc. Donc je me demande à quel point on pourrait pas un peu jouer avec les match-up. Et donc, littéralement, de se dire, tiens, on va mettre par exemple Evan Mobley, qui est peut-être un des meilleurs de NBA là-dessus, sur ce côté balayage off-ball, le rôle de libéraux. À quel point on peut pas se dire, tiens, mettons Mobley sur un tel ou un tel, quoi. Et donc pas sur un pivot, notamment. Bon. Le truc, vous savez, c'est qu'il y a beaucoup d'autres bons shooters aussi, hein, côté Pacers. Il n'y a pas un non-shooter un peu évident. Il n'y a pas j'allais dire Lou Dort, quoique Lou Dort shoot bien cette année, mais en général, les équipes, même encore aujourd'hui, n'hésitent pas à abandonner Lou Dort. Mais je sais pas moi, qui est-ce qu'on peut prendre comme ça? Josh Hart. Voilà, Josh Hart au Knicks, c'est typiquement le mec, on en a parlé, où tout le monde met son pivot sur Josh Hart parce que c'est pas un shooter, on le respecte pas, et ça permet de déployer le pivot sans responsabilité autour du panier. Voilà. Là, c'est vrai que je me demande à quel point est-ce que Atkinson va un peu jouer avec ça.
ce genre de match-up. Après, sur qui est-ce qu'on serait content de mettre un libéro? C'est pas évident non plus. Hein. Il y a quand même des mecs qui shootent plutôt bien à peu près partout dans la rotation. Mais voilà, c'est au final ça peut être ça le raisonnement de dire mettons-le sur un shooter un peu moins bon et puis au pire on fera une rotation, on essaiera de compenser ensuite. Mais la priorité c'est de libérer un Mobley, de déployer un Mobley en deuxième rideau. Voilà. Donc potentiellement, je me demande à quel point d'ailleurs est-ce que parce que là j'ai parlé de où est-ce qu'on met Mobley, mais du coup qui est-ce qu'on pourrait mettre sur Turner? Je pense que par exemple un mec comme Dean Wade ou un mec comme DeAndre Hunter, à mon avis ça ferait pas de tâche du tout, parce qu'autant Turner il a un pouvoir magique, c'est le 3 points, et donc à une époque jusqu'à il y a quelques années, pendant longtemps quand on jouait pas trop avec les match-up, finalement c'était à peu près toujours un pivot qu'il avait sur lui. Donc ça c'était un pouvoir magique comme on dit, le spacing qui permettait d'éloigner du panier le pivot adverse. Autant il a aussi une faiblesse, c'est que c'est pas tant que ça un bon joueur de post-up. Voilà, donc c'est pas, je sais pas, si on prend Brook Lopez, qui est peut-être un peu le meilleur des deux mondes en termes de spacer d'un côté et aussi post-up de l'autre si tu mets un petit sur lui. Turner pour moi ça peut être un joueur où tu paries, où tu te dis non mettons un petit et puis on va pas être puni quoi. Donc c'est aussi en ce sens que je me dis pourquoi pas des séquences avec Dean Wade ou DeAndre Hunter sur Turner avec peut-être cette incapacité de post-up et de punition de Turner par rapport à ce petit match-up. Voilà, c'est un peu la faiblesse de Turner, donc c'est à voir, à garder en tête. Est-ce que les Cavs pourraient pas un peu jouer là-dessus et insister là-dessus? Le côté, mettons un ailier sur lui plutôt qu'un pivot, et de toute façon, soit il va pas arriver à punir, soit sinon il va essayer de punir, mais on préfère la rentabilité d'un post-up ou de 10 ou 15 post-up de Miles Turner qui essaie de punir un petit, elle est plus basse que le fait de le jeu normal, on va dire, des Pacers qui arrivent à créer du spacing, à l'attaquer ce spacing, etc. Donc voilà la question des match-up de ce point de vue-là. Et puis également par rapport au pick and roll, puisqu'on parlait un peu de switcher, je pense que ça m'étonnerait pas qu'on parte là-dessus. Parce que voilà, on a aussi affaire à des mecs qui peuvent faire des edges, on a dit, donc monter un peu au niveau de l'écran et créer un espèce de 2 contre 1 finalement. Ça, c'est vrai que, en théorie, ça peut être bien. En pratique, dans ce match particulier, face à Haliburton, ça reste assez risqué, parce que s'il y a bien un mec qui est un passeur de génie, comme on a dit, et qui surtout peut passer avec des passes, en passant par-dessus des prises à 2, bon, il y a Luka Doncic, mais après il y a aussi Haliburton, quoi. Les fameuses passes en sautant qui, généralement, t'es pas censé les faire, mais lui, il les fait. Voilà, ça, c'est quand même assez risqué de se dire, misons sur le fait qu'on fait un edge, une prise à 2 sur Haliburton. Donc je pense que on peut miser sur le fait que ça switch. Voilà, l'avantage de switcher, on a dit pas de décalage, etc., etc. Donc notamment pas de 2 contre 1 que Haliburton peut punir par le passing. Mais donc, ce qui veut dire aussi que ça a des conséquences sur qui est-ce que tu mets sur Haliburton. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que je vois bien et je peux totalement imaginer pas mal de minutes de Okoro sur cette série. Isaac Okoro, parce que voilà, il a un déficit offensif qu'on connaît. En l'occurrence, il met ses 3 points cette année, mais il est pas beaucoup respecté. Il y a pas un énorme volume à 3 points, etc. Il peut très bien jouer le rôle de connecteur, de mec de milieu de chaîne, passeur de milieu de chaîne, etc. Un mec hyper intelligent en attaque, qui a des cuts, qui a du passing, mais il y a pas trop le 3 points. Il y a pas trop le 3 points. En l'occurrence, donc, il est plutôt dans un rôle gadget plutôt que gros titulaire, mais c'est vrai que sur un match-up comme ça, tu peux te dire, d'un point de vue, très intuitivement, tu peux te dire, bon, au final, il y a Haliburton, c'est la star en face, sortons pour pas mal de minutes notre plus gros défenseur, pour le gêner en plus. Okoro, c'est pas juste un bon défenseur, c'est en termes de style aussi, de style de jeu, je veux dire, pas style interception, de style de jeu, c'est un mec qui peut être très pressant, qui pour un petit qui a des très longs bras, qui peut être assez étouffant, donc il y a un côté peste défensive assez évident. Navigation d'écran aussi, traverser les écrans. Donc si on part sur notamment des edges, t'as besoin de vite traverser l'écran pour gêner le plus vite possible, Okoro peut faire ça. Mais par contre, c'est vrai que bon, en fait, si tu vas switcher l'écran, si juste tu vas switcher le pick and roll, en fait, en sortie du pick and roll, Haliburton va juste devoir affronter Mobley ou Jarrett Allen, par exemple. Et donc en fait, au final, qui est en premier rideau sur Haliburton, au final, tu t'en fiches un peu. Donc t'as même pas forcément besoin à ce point d'avoir un courant en premier rideau si tu pratiques des couvertures en switch. En fait, tu peux presque mettre n'importe qui sur Haliburton, parce que de toute façon, c'est pas lui qui va être in fine sur Haliburton en fin de possession. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Et donc, surtout, de l'autre côté, il y a la question de qui est-ce qu'on met sur lui un peu de base. Je pense qu'Okoro va jouer sur lui. Après, la question, c'est aussi par rapport à qui est-ce qu'on met sur lui, par rapport à Garland,
Mitchell notamment, qui sont des petits. C'est un bac court, vous le savez, qui est bon. Moi, je préfère un peu Garland, mais ça reste quand même au niveau de la moyenne, voire même un peu en dessous. Bref, il y a un peu ce côté où qui est-ce qu'on met sur Haliburton? Là encore, le porteur de balle adverse, très dangereux, etc. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre un Mitchell ou un Garland sur lui? Est-ce il va pas se faire un peu trop punir? Donc il y a cette question. Et de l'autre côté, il y a aussi la possibilité de juste, et c'est ce que font les Pacers, les Cavs, pardon. Les Cavs assez souvent, c'est que, il y a quand même un mec qui s'appelle Max Strus. Max Strus qui est là depuis 2 ans, et en général, Max Strus, il a aussi été recruté un peu pour ça. Max Strus, en général, prend le match-up individuel du meneur adverse qui est un peu star. Il le fait assez régulièrement. Donc, il y a aussi cette possibilité de se dire, mettons Max Strus sur Haliburton. Et ensuite, on va cacher ailleurs. Alors, sur qui, on verra. Mais des Garland et des Mitchell, on les met ailleurs, comme ça, ils vont pas être ciblés encore et encore. Et puis Max Strus peut totalement prendre la responsabilité d'Haliburton en premier rideau. Voilà, il est peut-être pas ultra, voilà, c'est pas la mobilité latérale de de Caruso, des mecs comme ça, mais c'est quand même assez solide. Il y a plutôt une bonne taille, des longs bras, surtout quand tu le fais affronter des meneurs. Donc voilà, il y a l'option de Max Strus en premier rideau, en match-up sur Haliburton. Il y a celle-ci. Ce qui est même peut-être pas le seul, pour le coup, parce qu'il y a aussi je sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier, le premier des 2 chocs contre OKC, c'est Dean Wade qui démarrait et d'ailleurs le deuxième aussi, je crois, au retour également. Mais donc Dean Wade a démarré en tant que défenseur principal et titulaire contre SGA. Donc voilà, il y a un peu, je trouve, ce pattern, cette tendance des Cavs de vouloir un peu protéger les 2 petits, quitte à sortir un Max Strus, sortir un Dean Wade et les faire aller défendre le point d'attaque, le meneur star adverse pour épargner un peu Mitchell et Garland. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Mais donc, reprenons le fil et bouclons la boucle. Vu qu'on parlait de switch, d'accord, Mobley, Allen, on est totalement content de les laisser switcher sur Haliburton. Ok. Donc au final, on pourrait se dire, bon, mettons Garland sur Haliburton, et puis comme ça, c'est pas grave. Après l'écran, Garland n'a plus responsabilité d'Haliburton. Oui, mais Garland, après le switch, il a la responsabilité du poseur d'écran, qui va être soit Siakam, soit Turner, Miles Turner. Et donc là, tu peux pas te permettre d'avoir un mec sur Haliburton qui peut pas switcher sur des gros ensuite, qui peut pas tenir les gros post-switch. Vous voyez un peu. Donc là-dessus, je pense que Max Strus en premier rideau, c'est très cool face à Haliburton, mais quitte à switcher, en fait, je pense que peut-être la meilleure solution, et j'en ai déjà un peu parlé il y a 10 minutes, mais dans un autre contexte, est-ce que le meilleur calcul, ce serait pas de dire soit un Dean Wade, soit sinon finalement un DeAndre Hunter. DeAndre Hunter pourrait démarrer entre guillemets en premier rideau sur Haliburton, et en fait comme ça, une fois qu'il y a pick and roll et donc switch, t'es quand même plus rassuré d'avoir un DeAndre Hunter qui est un poste 3 assez solide et très long en termes d'envergure, d'avoir lui qui switch et qui se retrouve sur Siakam ou sur Turner. Donc il faut aussi réfléchir de cette manière au switch. Ou qui est-ce qui va arriver sur le ballon, qui doit gérer le ballon et Haliburton, mais il y a aussi qui est-ce qu'on met sur Haliburton et qui ensuite va devoir gérer le gros. Et donc là-dessus, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on n'aura pas trop Garland et Mitchell sur Haliburton du tout, malgré le switch. Je pense que Max Strus, il peut, mais c'est peut-être pas idéal. Je pense que les meilleures options, c'est peut-être Dean Wade ou Hunter. Donc, et voilà, j'en ai parlé. Est-ce que de base, on pourrait pas même carrément se dire mettre Hunter sur Turner et comme ça peut déployer off-ball Mobley. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a 5 minutes. Mais voilà, on peut aussi faire arriver Hunter sur des situations de switch. Et voilà, et moi je pense qu'il peut gérer. Donc ça, c'est une possibilité également. Et ça permettrait on switch, pas de décalage. Et en plus derrière, on n'a même pas trop de mismatch, quoi. En tout cas, on a des mismatchs qu'on est totalement prêt à accepter. Donc il y a ça, et c'est aussi pour ça que je pense qu'Okoro sur pick and roll, t'as même pas besoin d'avoir un premier rideau si fort que ça, un navigateur si fort que ça, puisque si tu switches, tu demandes même pas de naviguer les écrans. Donc voilà, mais tout de même, je pense qu'Okoro devrait jouer aussi. Pourquoi? Parce que si toi les Cavs disent on va switcher, mettons à peu près n'importe qui sur Haliburton, de toute façon c'est pas grave. Il y a aussi le contre-move des Pacers qui vont dire non, mais on fait pas de pick and roll, alors. On fait pas de pick and roll, on va t'attaquer un peu frontalement. Et donc c'est aussi pour ça, et il y a d'autres configurations, il y a pas que les pick and roll avec les gros, je veux dire. Donc il y a aussi plein d'autres configurations où Okoro va être utile, notamment tout ce qui est un peu pick and roll entre petits, où là t'as peut-être pas forcément envie de switcher pour le coup. Donc là t'as envie d'avoir un Okoro qui traverse l'écran le plus vite possible pour qu'il y ait le moins de décalage possible pour Haliburton. Puisque donc on a traité comment est-ce que les Cavs vont gérer ou pourraient gérer le pick and roll à Haliburton avec un gros, donc Siakam ou Turner. Je pense aussi que, d'ailleurs,
parenthèse, le fait de switcher, ça empêche aussi qu'il y ait un pick and pop. Hein. Donc ça, c'est aussi génial. C'est l'intérêt, c'est que t'as pas le pick and pop quand tu switches, évidemment. Mais bref. Mais une autre source d'attaque, donc, c'est les pick and roll entre petits. Et ça, les Pacers en font beaucoup, notamment pour les cibler un tel ou un tel, mais même de manière générale. Hein, Carlisle, c'est Henry Carlisle, depuis son époque Dallas, on sait que, enfin depuis toujours, il aime bien avoir plusieurs porteurs de balles sur le terrain, notamment comme ça on fait un peu une action sur l'aile droite, et puis en fait l'action sur l'aile droite est un leurre, renversement côté gauche, et côté gauche il y a un autre porteur de balle qui peut attaquer avec déjà un décalage, mais donc c'est un porteur de balle, donc il peut attaquer plus facilement, etc., etc. Et puis donc pour aussi aller cibler parfois des mecs un peu mauvais. Donc, c'est vrai que la question des pick and roll entre petits, à mon avis, se pose. Et donc, là-dessus, Okoro, je pense qu'il pourrait être utile. Parce que t'as pas envie de laisser Haliburton contre n'importe qui et qui peut l'attaquer en 1 contre 1. Et t'as aussi envie de protéger tes petits. Donc, pick and roll entre petits, il faut s'attendre à ce que les Pacers aillent chercher des Garland et des Mitchell, un peu pour les faire travailler en défense. Et là, que fait-on? Que vont faire les Cavs sur ce genre de pick and roll entre petits, comme on dit? Première possibilité, on switch également. Donc on dit, on change sur l'écran, comme ça, pas de décalage. Voilà, comme d'habitude. Le truc, c'est que le switch, c'est plus simple. Voilà, surtout dans une attaque comme celle des Pacers qui parfois peut être un peu complexe, avec des actions dans un sens puis dans l'autre. Le plus simple, c'est peut-être de switcher. Comme ça, tu te poses pas la question par rapport au rythme aussi des actions des Pacers, par rapport à leur complexité, par rapport à parfois des feintes d'un côté et puis de l'autre, etc. Tu te poses pas la question, tu switches. C'est le plus simple. Sauf que, dans le cas des pick and roll entre petits, où on va essayer d'impliquer dans l'action des Garland et des Mitchell, bah, l'inconvénient du switch, c'est que tu vas donner des 1 contre 1. Tu vas donner des 1 contre 1, et c'est vrai que, là-dessus, bah, si Haliburton arrive à obtenir un Garland ou un Mitchell, ça peut faire mal, quoi. Je pense qu'il est capable d'aller un peu les punir. C'est pas comme s'il doit affronter Mobley ou Allen, au final. Non. Des Garland ou des Mitchell, ou des Sam Merrill ou des mecs comme ça, oui, il peut plus facilement les attaquer. Donc, est-ce que vraiment tu veux switcher ou pas? Moi, je pense pas. Et donc, à l'inverse, hein, si tu fais ne pas switcher, mais ce qu'on appelle un edge and recover, donc le petit, il va pas switcher, juste imaginez Garland sur l'écran, il monte au-delà du niveau de l'écran, il essaie de gêner le porteur de balle, un hard edge on dit. Il va au-delà du niveau de l'écran, il gêne le porteur de balle, il le force à le contourner, à perdre le plus de temps possible, le temps que le deuxième défenseur traverse l'écran. Et puis ensuite, recover, après son edge, il revient sur son poseur d'écran, sur son attaquant, le Garland ou le Mitchell. Bon, ben ça peut être fait pour éviter les mismatchs, mais vous voyez un peu l'idée, c'est que on va avoir des décalages. Et ça, Haliburton, il est très bon là-dessus. Nembhard aussi, surtout, notamment si tu utilises Nembhard en poseur d'écran. Bon, ben ensuite, pour recevoir la balle, quand il y a un décalage qui est fait, pour faire le bon choix en mouvement, le fameux short roll ou attaquer en drive ou pick and pop, etc. Nembhard peut être très bon. Mathurin aussi. Bénédicte Mathurin pour le pick and pop, notamment, plus que pour le passing d'ailleurs. Mais voilà, je pense que les Pacers sont des options, ont des très bonnes options pour cibler les petits. Donc, je pense que dans ces cas-là, autant on peut facilement régler la question du pick and roll avec les gros en switchant, ok. Autant les pick and roll avec les petits, je miserais plutôt sur le fait que on va tenter de traverser l'écran le plus vite possible. On va pas faire un switch, on va faire un edge and recover, à mon avis, pour la plupart du temps, mais il y aura aussi des fois où ça va switcher peut-être. Mais protéger ces pick and roll entre petits avec un mec en deuxième rideau. Parce que si justement tu fais des pick and roll entre petits et que donc tu n'impliques pas dans le périmètre et sur le ballon Jarrett Allen ou Mobley, ça veut dire qu'ils peuvent plus facilement rôder autour du panier. Donc, en un sens, tu peux te dire, ouais, cool, on arrive à cibler, à créer un décalage de par Garland, de par Mobley qui veulent pas changer sur les écrans, etc. Donc, piquer dans l'entre petits qui marche. Sauf que derrière, vu que t'as pas impliqué Mobley et Allen, ils peuvent être en libéro défensif en deuxième rideau. Donc, bon, bah, c'est bien parce que tu peux faire un pick and pop ou ce genre de choses, mais voilà, t'as quand même l'assurance tout risque derrière qui va protéger, quoi. Donc voilà. Et puis, comme on dit, toujours cette question de oui, mais s'il y a Miles Turner qui est sur l'aile, peut-être qu'il peut éloigner du panier Jarrett Allen, etc. D'accord, mais là je compte aussi sur les Cavs pour faire des changements un peu non pas improvisés, mais le côté ce que fait beaucoup Boston tiens, toi monte sur Turner qui est sur l'aile et moi je redescends, moi le pivot je redescends et je vais rôder autour du panier. Voilà, cette question des match-up et les automatismes qu'ont les meilleures défenses par rapport à ça, de garder géométriquement proche du panier le pivot quand il y a un pick and roll entre petits qui est fait sur l'autre aile par exemple. Donc bref, donc voilà un peu pour ça, mais à garder en tête également avec une équipe comme les Pacers, c'est que je pense que Garland et Mitchell vont aussi être ciblés en tant que défenseurs de deuxième rideau. Donc pas seulement on essaie de les impliquer sur l'action et sur le ballon, mais également on les place proche du panier ou ligne de fond. Et en gros,
voilà, j'ai décrit tout à l'heure le rôle du low man, on essaie de les mettre eux dans ce rôle du low man. On les met eux, on les positionne eux mécaniquement, en mettant leur attaquant proche du panier ou ligne de fond. On les place eux dans ce rôle-là, et comme ça, c'est un peu à eux de venir aider en deuxième rideau. Et c'est aussi une manière de cibler des mauvais défenseurs, parce que quand tu fais un pick and roll et que le deuxième rideau, le mec qui sur le terrain, son rôle, c'est à lui d'aider, parce que c'est lui qui est à cet endroit-là. Quand l'aide, c'est Mitchell. Bon, ben voilà, vous voyez très bien que c'est pas d'aussi bonne qualité que quand c'est un Mobley, un Allen ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense qu'avec une attaque aussi comme les Pacers, faut s'attendre à ce genre de choses. Pas juste cibler on-ball, mais aussi cibler off-ball. Ce genre de maillon faible, entre guillemets. Mais voilà, que dire aussi, oui, point de bascule, je crois que j'ai déjà un peu évoqué, mais à quel point Siakam peut arriver à punir des switches, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a la question aussi de qui va être sur Siakam. Je pense que ce sera Mobley de base, à mon avis. Mais donc le point de bascule, qui peut un peu déterminer la série, à quel point Siakam peut arriver à attaquer Mobley, ou à punir les switches. Si on lui obtient des switches avec des petits comme on a décrit. Voilà, je pense que Siakam, je le trouve un peu sous-estimé, pour le coup. Je pense qu'il y a un peu un côté déception, parce que il a semblé exploser au plus haut niveau à Toronto, et finalement on s'est rendu compte que, ah non, en fait, c'est pas une première option, etc. Donc tout le monde était un peu déçu, tout le monde se moquait de lui sur le fameux spin move. Et là, depuis qu'il est à Indiana, voilà, c'est un petit marché, c'est médiatique, donc on n'en parle pas trop, l'équipe est pas forcément sexy aux yeux des très très grands médias américains, etc. Mais je trouve un peu sous-estimé, moi, Siakam. J'avoue que au-delà de la polyvalence défensive, il y a aussi un aspect où, en termes de création, faut pas oublier qui c'était, quoi. Enfin voilà, c'était pas une première option de haut niveau à Toronto, mais c'est un mec qui tout de même a pu l'être un peu, a un peu été première option avec un scoring imparfait, mais tout de même. Et je pense que il est un peu sous-estimé. Donc j'ai hâte de voir, parce que c'est quelqu'un à qui si l'on donne des mismatchs, il peut les punir bien en volume, en efficacité. Donc en tout cas, c'est un point de bascule à surveiller. Est-ce qu'il le fera ou pas? Et puis même, en fait, je pense qu'il y aurait un intérêt à tout simplement pas faire d'action, hyper complexe pour le coup, et juste parfois essayer de dire à Siakam, vas-y, attaque Mobley frontalement. Pour deux raisons. Parce que si tu attaques Mobley frontalement, déjà, s'il est on-ball, mais il est pas off-ball, donc il peut pas faire son balayage off-ball de libéraux, le rôle dans lequel il est très bon. Voilà, s'il est impliqué sur le ballon, il peut pas être aussi en deuxième rideau, mécaniquement. Donc il y a ça. Le fait des problèmes de faute aussi, également. Je pense que si tu arrives à le mettre en problème de faute en l'attaquant frontalement, voilà, si tu l'attaques frontalement, il y a plus de chances de faire des fautes, je pense. Là où il est beaucoup plus expert et beaucoup plus fin, agile pour aider en deuxième rideau de la bonne manière sans faire faute. Donc il y a le problème de faute aussi, si tu arrives à le mettre en difficulté de ce point de vue-là. Et puis même aussi d'un point de vue stylistique, c'est-à-dire que Mobley est très très mobile, très très agile, justement longiligne et très léger sur les appuis, etc., etc. Mais je pense que c'est un mec que tu peux un peu lui rentrer dedans, en un sens. Et que un mec comme Siakam n'est pas aussi grand, mais il a un centre de gravité qui est plus bas, parce qu'il est plus petit. Et Siakam est assez costaud, pour le coup. Donc, vraiment, je me demande à quel point le meilleur moyen aussi de neutraliser un peu l'impact de libéraux défensifs de Mobley, ce serait pas juste de l'impliquer le plus possible on-ball. Et en fait, même pas tant que ça de chercher le switch ou le mismatch. Enfin, tu peux le faire aussi, c'est cool. Mais il y a aussi une valeur dans le fait de simplement attaquer frontalement et sans mismatch. Juste, j'attaque mon match-up direct qui, à mon avis, va être Mobley. Après, vous me direz, il y a aussi la possibilité pour les Cavs de très simplement switcher ce match-up et de dire, bah tiens, on met Jarrett Allen sur Siakam. Il est tout aussi mobile, un peu plus costaud, des bras un peu plus longs, je crois. Peut-être je dis une bêtise. Mais voilà, il y a un côté un peu plus costaud, et puis juste on met Mobley sur Turner et c'est pas un problème. Ou même, on fait un effet dominé à 3 là, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire tu mets Jarrett Allen sur Mobley. Mobley, tu le mets sur quelqu'un d'autre, et tu mets Hunter sur comme ça. Hunter peut rester sur Turner, sur Miles Turner, DeAndre Hunter. Comme ça, bon, lui il couvre le pick and pop ou le côté 3 points, et Mobley n'a pas besoin de rester collé dans le périmètre sur Turner, il peut juste jouer autour du panier en libéraux. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité, et je serai attentif de voir à quel point Kenny Atkinson va jouer avec ses match-ups défensifs. Mais voilà, point de bascule pour moi, Siakam va-t-il attaquer? Qui va-t-il attaquer? Qu'est-ce qu'il aura en face? Le fera-t-il assez bien, etc., etc. Après, c'est vrai que ce qui est un peu dommage dans ce match-up, à une échelle peut-être un peu plus macroscopique et moins tactique dans cette preview, c'est que au final, la faiblesse pour moi des Cavs, la faiblesse défensive notamment, c'est
comment dire, c'est un peu l'aspect brutasse. Si, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour moi, la faiblesse, le point qui fait mal chez ces Cavs, là où on peut leur faire mal, plutôt, pardon, c'est la dureté, un peu la brutalité. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on avait parlé d'un match contre les Rockets où les Rockets avaient battu les Cavaliers. C'était un peu ressorti, et même complètement, l'aspect alors pardon pour l'anglicisme, hein, de physicalité, comme on dit, donc de dureté physique plutôt en français. La dureté physique qui est le côté cassage de bouche, quoi, des Rockets qui avaient fait beaucoup de mal. Et en effet, c'est un peu leur faiblesse pour moi, tactiquement, à ces Cavs. Bon, au-delà du fait qu'il faut protéger Garland et Mitchell. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans cette série, c'est pas du tout la force des Pacers. Eux, c'est le mouvement, les actions complexes, le rythme sur contre-attaque, mais aussi sur demi-terrain, etc., etc. Donc, au final, il n'y a même pas cet avantage de dire, bon, mais notre force se cale parfaitement par rapport à la faiblesse de l'adversaire, on va leur faire mal. Là, non. Là, je trouve que c'est même tout le contraire. C'est-à-dire que la faiblesse des Cavs ne va même pas être totalement punie par ces Pacers, parce que c'est pas comme ça que les Pacers jouent. Sur des aspects très basiques, hein, comme on a dit, de dureté, de rentrer dans l'art, de drive, de pénétration, un peu de mettre la pression au panier sur des drives un peu agressifs, etc., etc. Ça, les Pacers, c'est pas trop leur style de jeu. Eux, c'est faire bouger la balle et faire bouger les joueurs. Donc, premièrement. Et puis, deuxièmement, notamment, une des faiblesses, la plus grosse faiblesse des Cavs, hein, dans ce côté un peu, ils peuvent se faire casser la bouche, c'est le rebond offensif. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que ils ont 2 pivots, ils ont 2 gros, comme on dit. Donc, mais comment ça se fait qu'ils sont mauvais au rebond alors qu'ils ont des line-up avec 2 gros? Mais on l'a dit, c'est des 2 gros entre guillemets qui sont aussi très très mobiles, très polyvalents, pas toujours proches du panier, etc. Et même, c'est pas des fantastiques rebondeurs de toute façon. Donc, la faiblesse des Cavs, c'est ça, c'est le rebond offensif. D'ailleurs, pour ça que les Rockets s'étaient aussi régalés face à eux, et que à l'époque, les Knicks avaient un peu insisté sur cette faiblesse en 2023, etc., etc. Là, c'est vrai que les Pacers, ils sont quasiment derniers de NBA sur cet aspect de rebond offensif. Donc, vous voyez que là encore, ça se goupille pas bien. Il n'y a pas d'avantage côté Pacers, parce que un des seuls endroits où les Cavs sont pas si bons que ça en défense, ça correspond pas du tout à la manière d'attaquer des Pacers. Donc après, potentiellement, on peut imaginer qu'on pourrait un peu appuyer dessus, mais je vois pas trop, je pense pas que ce soit réaliste, parce que c'est aussi mécaniquement lié au positionnement de tes pivots, de tes intérieurs. Siakam est un porteur de balle dans ce système et en carrière. Siakam est un porteur de balle, même s'il joue entre guillemets poste 4. Et puis même Turner a l'avantage qu'on a bien décrit aujourd'hui. Turner, son avantage, c'est d'être un spacer, d'être un mec qui apporte du spacing, donc un spacer qui est dans le périmètre. Bon, mécaniquement, si t'es dans le périmètre, t'es pas proche du panier pour un rebond offensif, notamment. Donc voilà, les Cavs s'en sortent plutôt pas mal d'un point de vue de ce truc-là. Également, par rapport, on l'a dit, de l'attaque des Pacers qui a des actions complexes, qui met du rythme, etc. Mais t'es face à peut-être la meilleure raquette de NBA ou une des meilleures, pour gérer ça. Et puis, l'autre question, c'est par rapport à la bataille du panier, pour moi. La bataille du panier, puisque, en soi, les Pacers ne prennent pas tant que ça de tirs au panier. Pour le coup, en termes de fréquence, ils vont pas si souvent que ça au panier prendre des tirs. Alors, ils vont souvent au panier de par des drives. Hein. Ils arrivent à casser la défense, à faire beaucoup de drives, etc. Mais c'est pas des mecs qui vont un peu forcer la décision au panier. Donc, en termes de fréquence de tirs au panier, assez peu, mais ils sont géniaux en efficacité. Voilà. De l'autre côté, la défense des Cavaliers, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils autorisent relativement beaucoup de tirs au panier. Donc, la force des Cavs défensivement, c'est pas un côté de rentabilité de profil de tir en mode non, on n'autorise aucun tir au panier, comme par exemple les Warriors ou des équipes comme ça. Non, les Cavs autorisent pas mal de tirs au panier, mais par contre, en efficacité autorisée au panier, ils sont géniaux. Donc en fait, il y a un peu cette idée schématiquement de on oriente les drives vers du Mobley et vers du Jarrett Allen, qui n'ont pas du tout un effet de dissuasion, mais hop, on oriente les joueurs vers eux et eux les réceptionnent au panier et font le contre. Voilà, très basiquement, c'est pas un effet de comme Gobert ou comme Wembanyama où le mec ne prend pas le tir quand il est face à eux, il prend le tir mais il se fait contrer pour être un peu très très caricatural. Mais voilà, et donc je me pose la question de comment tout ça va se faire quoi. Entre une équipe des Pacers qui en termes de fréquence va pas tant que ça au panier, mais là ils font face à une défense des Pacers qui autorise en théorie beaucoup d'aller au panier. Et de l'autre côté, la force des Pacers, c'est aussi justement, ils vont peu au panier, mais quand ils y vont, c'est pour des tirs de qualité. Est-ce que il y aura autant des tirs d'aussi bonne qualité et donc une aussi bonne efficacité pour les Pacers offensivement au panier face à une défense qui est géniale pour autoriser une très faible efficacité
au panier. Voilà, un petit duel dans le duel également. Et puis, on l'a même pas dit, mais également très important par rapport aux Pacers, la transition, la contre-attaque. Je préfère aussi insister sur le rythme de demi-terrain parce que c'est quand même plus, à mon avis, plus parlant et sur plus de possession. Mais il y a aussi, évidemment, la contre-attaque. Ils accélèrent beaucoup le jeu, ces Pacers, vous le savez. Et donc voilà, à surveiller aussi à quel point est-ce que les Pacers peuvent déborder et générer beaucoup de points là-dessus. Bon, en l'occurrence, les Cavs, ils sont pas géniaux là-dessus. Ils sont quand même pas mal du tout. Hein. Ils sont pas, c'est pas l'élite, ils sont pas premiers de NBA en défense de contre-attaque, mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà. Et puis il y a aussi l'aspect de, en fait, les Cavs ne jouent pas tant que ça le rebond offensif eux-mêmes. Donc il y a peut-être cet aspect aussi de revenir en transition qui peut se faire plus facilement. C'est pas comme si, voilà, reformulons. C'est pas comme si l'attaque des Cavs dépendait impérativement du rebond offensif et donc t'es obligé d'attaquer le rebond offensif à plusieurs et donc forcément tu te découvres en transition et donc à ce moment-là, vu que t'as absolument besoin de ces points de rebond, tu te découvres et les Pacers te punissent. Là non, là les Cavs s'il faut, ils peuvent totalement ne pas aller au rebond et prioriser le rebond, le repli plutôt, pardon. Et donc voilà pour l'affrontement côté Pacers, attaque des Pacers contre la défense des Cavaliers. Et puis donc, enchaînons avec l'autre côté du terrain, l'attaque des Cavaliers contre la défense des Pacers. Et autant le dire, pour moi, c'est un peu de ce côté-là que c'est le plus déséquilibré. Peut-être autant l'autre côté, le match-up attaque Indiana est intéressant face à la défense des Cavs. Je pense qu'il y a un vrai duel. Autant là, je pense que c'est là qu'est le plus gros challenge en fait de la série. C'est les Pacers peuvent-ils et vont-ils ou à quel point vont-ils parvenir à stopper ou à freiner l'attaque des Cavs? Qui pour le coup, je vais même pas parler de rating ou de rang ou quoi que ce soit, mais pour vous dire, hein, les Cavs en défense, ils sont 7-8e je crois, à peu près par là, donc top 10, mais par contre ils sont premiers en attaque. Voilà. Donc on a affaire à une attaque qui non seulement est géniale, mais qui même en termes de style tactique, c'est on va pas dire révolutionnaire, mais en tout cas le système de jeu qui a été mis chez ces Cavs, c'est beaucoup de mouvements coordonnés, notamment des cuts qui sont très très bien scriptés pour mieux attaquer sur pick and roll et ce genre de choses, un genre d'action tout à fait réfléchi. En fait, un spacing de par l'animation. Le spacing, c'est pas que comme avant, il suffit de mettre 3 shooters ou 4 shooters à 3 points, même statique. Finalement, ça aide et ça marche, c'est ça le spacing. Aujourd'hui, le spacing, ça vient aussi on crée de l'espace par des cuts, par du mouvement qui va aspirer tel défenseur et donc ça va libérer tel chemin de drive. On déplace un shooter d'un côté à l'autre et donc ça libère le panier ou ce genre de choses. Donc là, les Cavs sont géniaux et donc la question, ça va être à quel point les Pacers vont pouvoir défendre ceci. Parce que les Pacers sont mieux cette année, mais c'est quand même de base pas une défense d'élite. Mais tout de même, il faut noter les progrès qui sont faits par rapport à l'an passé, qui s'expliquent assez facilement, sur 2 points clés notamment. Ils sont moins catastrophiques que ça au rebond, au rebond défensif, je veux dire, donc au fait d'autoriser des rebonds offensifs. Et ils sont aussi moins catastrophiques que ça, parce qu'ils étaient littéralement cata l'an passé, 30e sur 30. Ils sont moins cata au niveau des lancers francs autorisés. Ils sont quand même un peu plus en contrôle. Et en fait, il faut quand même parler directement, je pense, du panier, puisque bon, il y a Miles Turner qui est là. Miles Turner, en l'occurrence, pour moi, c'est un chapeau 2 ou chapeau 3 de protection d'arceau. C'est à l'époque, il y a 10 ans, on disait c'est un peu la licorne parce qu'il y avait et la protection d'arceau et le 3 points. Et en effet, ça a été un des premiers. Hein, la fameuse QV 2015 là avec Turner, Porzingis. À l'époque, on pensait que Karl Anthony Towns aussi pourrait le faire après son année défensive extraordinaire à Kentucky. Voilà, c'est QV 2015 de draft, c'était la QV des licornes. Les gros qui pouvaient faire les deux, protéger le panier et shooter à 3 points. En l'occurrence, il peut protéger le panier, c'est quand même pas élite. Donc, faut pas penser que ça se repose totalement sur lui. Et même au contraire, j'ai envie de dire, c'est un très bon playmaker au panier, hein, qui fait des actions, à défaut d'être un vrai intimidateur ou un génial élite balayeur, génial balayeur en deuxième rideau sur le côté horizontal du jeu, etc., etc. Mais en fait, pour moi, là où les Pacers sont quand même un peu mieux et pas mal, c'est que bon, déjà une année complète avec Siakam, bah c'est quand même mieux, hein, parce que Siakam défensivement c'est quand même pas mal, surtout par rapport à ce qu'il jouait avant. Je crois que c'était Obi Toppin qui jouait beaucoup l'an passé, ou alors des jeunes joueurs. Mais bref, et non, en fait, là où les Pacers ont une carte à jouer, c'est que leur défense est aussi structurée autour de stunt, en fait. C'est-à-dire que plutôt que alors ça marche pas tout le temps évidemment,
Mais plutôt que de compter sur un peu une aide en deuxième rideau qui va faire le travail, puisque c'est pas tant que ça, voilà, Turner, c'est pas Jaren Jackson, c'est pas Mobley, c'est pas Draymond ou ce genre de choses. Il y a aussi l'accent qui est mis côté défense des Pacers sur les stunts, donc c'est-à-dire rétrécir le terrain en tête de raquette. Et finalement essayer de stopper le ballon un peu plein centre et très haut sur le terrain, plutôt que faire une action très bas, proche du panier. Et ça, c'est vrai que c'est un peu un problème. C'est un peu un problème au-delà de, peut-être on peut l'appeler la thématique générale de quid de la gestion des cuts, peut-être de l'activité off-ball des Pacers, à quel point ils peuvent gérer ces cuts. Encore une fois, hein, pour parler de manière très générale, par rapport à l'activité off-ball des Cavs. Mais c'est vrai qu'en fait, plus concrètement, par rapport à ce fait d'aider en tête de raquette les stunts, on a aussi affaire avec les Cavs à peut-être la meilleure équipe de NBA ou une des 2-3 meilleures équipes de NBA pour battre les stunts. C'est-à-dire que, imaginons, le ballon est plein centre, un mec va attaquer en isolation plein centre, les Pacers vont essayer de rétrécir le terrain avec le mec qui est sur l'aile droite et le mec qui est sur l'aile gauche qui vont se resserrer pour boucher l'espace, hein, littéralement, pour que le driver n'ait pas d'espace. Bon, ça c'est un peu la théorie des stunts, de bloquer le ballon avant qu'il aille trop loin, parce qu'une fois qu'il va trop loin dans la défense, une fois qu'il se rapproche du panier, les Pacers sont un peu moins bons. Mais donc il y a ce premier rideau, ce premier rempart qui est primordial, sauf que en face, les Cavs sont géniaux pour battre ça. Pour battre avec des shooters, déjà. Le fait de pouvoir mettre un Max Strus, le fait de pouvoir mettre un Sam Merrill, le fait de pouvoir mettre aussi Garland lui-même ou Mitchell, qui sont excellentissimes shooters en catch and shoot ou off-ball. Voilà, tu mets des mecs comme ça sur l'aile, bon, quand le défenseur il abandonne le shooter d'aile pour aller à l'intérieur, juste à une passe près, tu fais la passe et directement tu as un catch and shoot ouvert. Il y a un peu ces stunt beaters des batteurs, non ça se dit pas. Ils arrivent à battre les stunts de par le shoot, comme ça, de par des shooters, mais pas que en fait. Par aussi des cuts, très simplement. Le fait que quand ton défenseur dézone, tu peux aussi couper dans le dos, de manière donc un peu improvisée, le cut, the stunt, comme on dit, tu coupes dans le dos de l'aide. Mais en fait, ça va même plus loin que ça, parce que il y a aussi le fait que chez les Cavs, c'est totalement scripté, ce genre de choses. Même l'attaque des Cavs repose en grande partie là-dessus, sur la coordination des cuts pour, on l'a dit tout à l'heure, pour créer de l'animation et pour créer du spacing de par ce mouvement. Donc en fait, quand on a un pick and roll, c'est pas juste un pick and roll frontal face au jeu et il se passe rien. C'est un pick and roll qui est fait en même temps qu'un cut depuis l'aile qui va aspirer un défenseur, et donc comme ça le pick and roll sur l'autre aile se fait plus tranquillement, etc. C'est vraiment un balai presque, pour exagérer un peu. Mais il y a vraiment ce côté scripté de cut et de mouvement pour créer du spacing, pour aspirer un défenseur de ce côté-là. Et voilà, c'est là-dessus aussi que le match-up est pas bon. Le match-up est pas bon, au-delà même de l'écart de niveau un peu général, on pourrait dire, ou intrinsèque de, les Pacers sont que 13e défense de NBA, alors que les Cavs sont première attaque. Il y a aussi concrètement cet aspect de stunt versus une équipe qui bat très bien les stunts. Donc voilà. Premier point qui est un peu primordial pour moi. Deuxièmement, il faut aussi parler du fait que les Cavs, ils ont un peu deux modes opératoires par rapport à Garland et par rapport à Mitchell. Et cette année, c'est un peu la nouveauté qu'on fait bien, de bien séparer les minutes du quatuor. Et donc on a des séquences de pick and roll un peu plus classiques, on va dire, avec Garland et Jarrett Allen. Autour d'eux, on l'a dit, shooter, cut, etc. Donc ça, c'est les séquences avec Garland et Jarrett Allen qui jouent ensemble. Et puis ensuite, les deux sortent. Et on a plutôt ensuite des séquences avec Mitchell et Evan Mobley. Pourquoi ? Parce que Mitchell a un peu plus de jeu off-ball, de shoot en sortie d'écran notamment. Et puis aussi Mobley est beaucoup plus porteur de balle. Cette année, on l'a vu. Donc ce qu'on fait, c'est, on peut faire des pick and roll aussi dans ces séquences de jeu-là. Mais il y a aussi pas mal de ce qu'on appelle des zoom action, Z-O-O-M, zoom, comme un zoom. Mais voilà, en gros, simplifions, des jeux de main à main. Voilà, des jeux de main à main où il y a un écran plus un jeu de main à main. Mitchell remonte tout ça et vient prendre la balle avec un cran d'avance, un décalage d'avance sur son défenseur. Il prend la balle des mains de Mobley et puis il enchaîne. Le fait aussi que Mobley peut juste garder le ballon, faire semblant de le donner, puis hop, je le garde et puis j'attaque en sortie de dribble, etc. Donc voilà, deux types d'attaques différentes. Je pense que ce serait intéressant côté Cavs de garder un peu, de faire d'abord sortir Mitchell et Mobley, ce qui est pas toujours le cas, mais d'abord les faire sortir eux pour qu'on ait un maximum de minutes de Garland, Jarrett Allen face à Miles Turner. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée. Moi, c'est un peu ce que j'aimerais voir, en tout cas, de dire on a Miles Turner, donc on a un défenseur plus traditionnel, un vrai big en tout cas, essayons de dérouler nos séquences de pick and roll face à lui. Plutôt que face à des line-up un peu plus petits et de small ball et de switch all surtout, où les Pacers pourraient juste switcher absolument tout. À ce moment-là, t'es en mode le pick and roll il sert à rien quoi. Il sert à créer des mismatchs.
Mais je veux dire, si t'es avec la seconde unité et que t'es, je sais pas, moi, c'est Siakam en poste 5 ou alors Obi Toppin même qui va jouer aussi intérieur entre guillemets, Jarras Walker aussi, pardon. Mais voilà, si face au switch all, c'est moins intéressant le pick and roll et tu débloques beaucoup moins le passing de Garland, le jeu, la verticalité de Jarrett Allen, etc. Donc je pense qu'il faudra surveiller ça. De quelle manière est-ce qu'on fait un peu la rotation des minutes et le plateau de minutes. Je pense que cibler Miles Turner sur les minutes de pick and roll, ça pourrait être intéressant. Et puis il y a aussi l'aspect de qu'est-ce qu'on fait face à ce pick and roll. Notamment, donc si on a Turner face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part en edge? Donc est-ce qu'on crée des 2 contre 1 sur Garland en sortie de l'écran? Est-ce qu'on reste en drop? Mais en drop, il y a 2 menaces. Il y a le pull-up, 3 points ou 2 points, mais il y a le pull-up de Garland. Si tu restes en drop, donc bas par rapport au niveau de l'écran, tu laisses venir. Garland peut dégainer soit à 3 points, soit à 2 points. Donc prendre ce tir un peu ouvert. Et puis il y a aussi la menace de verticalité de Jarrett Allen qui s'y plonge au panier. Avec ses centimètres et son explosivité, il va mettre de la pression au panier, faire reculer encore plus le drop et donc libérer potentiellement, non pas un pull-up, mais un drive, un lay-up pour Garland. Ou alors, si ensuite Turner va sur Garland, il peut faire la passe par-dessus et il est puni par le alley-oop de Jarrett Allen. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que d'un côté, il y a ce drop qui peut être facilement attaqué et facilement être mis à mal, à mon avis. Et de l'autre côté, si tu pars sur un switch, à mon avis, c'est pas tenable. Un switch Garland sur Turner, voilà, Garland aussi fait partie de ces joueurs où j'aimerais que le scoring soit un peu plus forcé et que le curseur soit un peu moins équilibré entre scoring et passing. Mais je pense que si tu switches, c'est un peu trop un mismatch en faveur de Garland. Donc voilà. Et est-ce que sinon tu fais un edge? Est-ce que tu peux te permettre de monter haut et de faire des 2 contre 1 sur Garland? Peut-être, mais Garland c'est quand même un top passeur également, quoi. Donc ou alors la possibilité ce serait de dire on fait un blitz total, quoi. On fait un blitz, c'est-à-dire on fait pas juste un soft edge ou juste un edge, on monte au niveau de l'écran. On fait une trappe. On fait un 2 contre 1. On fait un comment dire? On fait un 2 contre 1 agressif, quoi. On essaie d'étouffer Garland et en pariant sur le fait qu'avec sa petite taille, il n'arrivera pas à relâcher le ballon. Bon, ça peut se tenter, mais le problème c'est que dans une attaque qui a autant de spacing comme les Cavs, au final, Garland peut aussi se dire, et les Cavs, au bout d'un moment, au bout de 2-3 possessions, tu t'ajustes, tu sais que ça va venir, tu t'ajustes, tu dis, bon, ben Garland, tu sois prêt à relâcher la balle assez tôt, premièrement, ou sois prêt aussi à relâcher la balle, non pas au poseur d'écran qui est derrière la prise à 2 étouffante, mais juste, tiens, on fait venir un troisième mec qui est plus proche, l'angle de passe est plus facile, et en fait, tu passes par ce point de relais. Garland relâche la balle à un point, je sais pas, DeAndre Hunter qui est à côté de lui, et Hunter ensuite fait la passe au panier à Jarrett Allen. Voilà, ce qu'on appelle short the pick and roll, littéralement de rétrécir le pick and roll, de passer par un troisième homme grosso modo, un point d'appui. Donc c'est possible aussi. Donc j'avoue que je me pose la question de comment est-ce que ça va défendre, pardon, parce qu'il n'y a pas de bonne solution par rapport à Turner. Il y a pas trop de bonnes solutions. Et de la même manière, Turner, est-ce que les Pacers peuvent jouer avec les match-ups? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. Est-ce que tu le mets sur Mobley? Je suis pas sûr parce que Mobley peut ensuite l'attaquer un peu dans l'espace sur drive en 1 contre 1. Est-ce que si tu veux le sortir du match-up Jarrett Allen et donc du pick and roll, sur qui d'autre tu le mets, quoi? Est-ce que tu le mets sur DeAndre Hunter? Non, pas trop. Sur Max Strus ou là non plus. Un côté cave, il y a pas beaucoup de maillons faibles. Il y a pas beaucoup de non-shooters. Donc il y a pas beaucoup d'options pour tiens, on t'utilise en libéraux, on te met sur un non-shooter. C'est pas trop possible. Donc problématique du pick and roll pour moi, le pick and roll Garland Allen face à Turner, ça peut être un problème. Et puis également quid de Evan Mobley. Qui va défendre Evan Mobley? Est-ce qu'on va avoir du Pascal Siakam, très simplement? Et peut-être on peut le même élargir en disant point de bascule aussi également de à quel point les progrès qu'on a vus cette année et l'aspect de création un peu directe, création pure qu'on l'avait pas vu l'an passé ni l'année d'avant, mais la création un peu balle en main sur les jeux de main à main, sur les drives, un peu sur les post-up, à quel point ça peut se transposer face à un mec comme Evan Mobley, comme Pascal Siakam, qui est un bon défenseur, qui est même un très bon défenseur. Et on peut aussi sortir du banc un mec comme Jarras Walker. Je me demande à quel point aussi on peut pas se permettre par séquence de mettre un Aaron Smith qui est plus petit, mais un peu en mode peste défensive, hyper pressant, qui quand Mobley, ok, il a fait des progrès, mais Mobley, il a quand même un dribble qui est assez haut. Il a pas non plus une maîtrise du ballon qui est très forte, qui est encore élite. Donc c'est vrai qu'un mec comme ça qui a pas un dribble parfait, tu le mets parfois un plus petit sur lui, qui va un peu le perturber, qui va le presser très fort, ça peut perturber le dribble et donc toute l'action, toute la création. Donc voilà, quid d'Evan Mobley sur la série?
Et peut-être que juste le bon truc à faire, c'est peut-être de l'utiliser avec Mitchell, hein, d'insister sur les dribble and off, les jeux à deux comme ça, pour un peu poser des problèmes par rapport à ça, ou alors pour déclencher des switches aussi, pour forcer un switch, parce que quand Mitchell déboule sur un jeu de main à main et que tu montes pas sur lui, bon, Mitchell peut prendre le 3 points. Clairement, peut prendre le 3 points, le pull-up ou enchaîner sur un drive. Si tu montes un peu trop fort sur Mitchell, c'est pas un génial passeur, mais je pense qu'encore une fois, au bout de 2-3 possessions, tu peux faire attention, tu peux lui dire, et lui peut s'ajuster, et la passe relativement simple, il peut la faire. Parce que Siakam, ce n'est pas, ou Jarvis Walker, c'est pas la taille de Miles Turner. Donc, c'est un peu moins étouffant comme prise à deux. Donc, on peut penser que Mitchell pourrait faire la passe, et donc tu peux en être arrivé à te dire, bon ben au final, pour neutraliser le jeu à deux de Mobley et Mitchell, faisons un switch, mais à ce moment-là, qui va se retrouver sur Mobley, c'est la question. Qui va défendre sur Mitchell côté Pacers? Est-ce que ce sera peut-être un Nembhard, notamment si c'est un Nembhard, Andrew Nembhard, bon oui, c'est génial, mais sauf que Nembhard, une fois que Mobley l'obtient en switch, peut-être que Mobley peut l'attaquer plus facilement. Donc il y a ça aussi. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé des match-ups individuels. Qui est-ce qu'on utilise un peu où? Côté Pacers, donc on a Haliburton, on a Nesmith, on a Nembhard, et puis après en sortie de banc, bon, c'est une autre affaire, mais comment est-ce qu'on s'organise aussi autour de notamment du duo de Garland et de Mitchell? Qui est-ce qu'on met sur qui? Je dois dire que je pense que Nembhard est peut-être le meilleur défenseur du point d'attaque sur les petits, on va dire, donc peut-être lui le mettre sur un Garland et éventuellement Nesmith qui en plus aurait un avantage de taille. Aaron Smith le mettre peut-être sur Mitchell. En plus, en termes de navigation d'écran, c'est cool. Donc tous les jeux en sortie d'écran vous me direz Nembhard aussi, mais bref. Pourquoi pas donc Nesmith sur Mitchell. Mais après, ça veut dire que Haliburton, il est sur qui alors? Haliburton, il peut être caché un peu sur Max Strus ou sur un DeAndre Hunter. Ça peut le faire. Ça peut le faire et ça peut te permettre d'avoir un peu un double bon rideau. Plutôt un bon double rideau sur et Garland et Mitchell, tout en ayant, je pense, Haliburton qui va pas être trop puni par Max Strus au poste bas, Max Strus en isolation, DeAndre Hunter au poste bas, DeAndre Hunter isolation, etc., etc. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait vu sur pas mal de matchs cette année, mais je crois qu'on avait discuté ensemble sur une hebdo de un match contre les Lakers, où avec ce jeu de cross-match, il y avait le truc où Haliburton se retrouvait sur Hachimura, sur le poste 4 carrément, et voilà, Hachimura a fait 2-3 post-up pour essayer un peu de le punir, mais bon, c'est pas une attaque, tu vas pas le faire à chaque possession, quoi. Donc au final, t'avais genre Nesmith sur LeBron et puis Nembhard sur Doncic ou l'inverse ou je sais plus, ou des trucs comme ça aussi, Siakam, et puis il y a aussi Reeves aussi. Mais ouais, clairement, je pense que ça peut être une possibilité. Ou alors tu t'essayes de rester un peu en mode voilà, vu que tu vas pas forcément switcher, tu peux te dire au final Haliburton sur Garland, ça peut passer. Ça peut passer en mode t'essaies de traverser l'écran le plus possible et de rester accroché. Nembhard sur Mitchell, c'est aussi un très très bon match-up évidemment. Et puis donc Max Strus défendu par Aaron Smith notamment, ça peut s'imaginer et ça permettrait, en fait c'est l'intérêt aussi, c'est que si tu as Haliburton qui est sur Garland, au final Nembhard et Nesmith sont plus grands, plus longs et plus compétents sur les fameux stunts dont on parlait. Donc ça permet ça aussi. Alors que à l'inverse, si t'as par exemple Aaron Smith, si tu as Andrew Nembhard sur Garland, c'est bien pour le premier rideau. Mais sauf qu'ensuite, le stunt et l'activité off-ball, le fait de rétrécir le terrain par Haliburton, c'est de moins bonne qualité. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Après, c'est vrai que notre aspect intéressant, là j'ai parlé un peu des configurations de base, hein, le jeu de main à main entre les petits et les gros, ou le pick and roll entre le petit et le gros, Garland et Jarrett Allen. Il y a aussi l'aspect, on en parlait avec Indiana, mais l'aspect il faut s'attendre à ce que ça cible des petits, et notamment Haliburton, clairement. Je pense que les Cavs vont pas se priver de faire monter sur les écrans Haliburton. Là encore, je pense pas que la solution ce soit de switcher, parce que si Mitchell il obtient Haliburton en switch, c'est un peu... voilà, il va se faire plaisir à mon avis. Donc non, ça risque de pas switcher, ou alors peut-être que si, je me trompe. Mais en tout cas, à surveiller à quel point les Cavs peuvent arriver à punir notre ami Haliburton. Et c'est vrai que par exemple, si avec les match-ups qu'on a décrits, si Haliburton se retrouve sur un Max Strus, ça peut être embêtant dans ce cas des pick and roll entre petits. Autant Max Strus va pas l'attaquer en contre 1 ou en post-up isolation en mode je vais te punir toi directement, mais sur des pick and roll entre petits, il y a toujours ce truc de Max Strus qui pose l'écran et qui part au pick and pop. Ou alors les fameux aussi ghost screen, donc les écrans fantômes, littéralement.
écran fantôme où Max Strus pose même pas l'écran, juste course croisée, je ressors de l'autre côté et je prends le 3 points. Voilà, c'est la question du ciblage d'Haliburton se pose et sera surveillée aussi. Et même plus généralement, quid de la rotation aussi des Pacers, parce que pour le coup, vu qu'il y a ce désavantage d'un côté du terrain, ça peut avoir des répercussions de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que les Pacers ont les armes pour stopper cette excellentissime et même élite, la meilleure attaque de NBA avec les Cavs? Ça a l'air compliqué, mais donc à quel point peux-tu te permettre de faire jouer des mecs comme TJ McConnell, de longues minutes, Obi Toppin, Bennedict Mathurin? Voilà, j'ai parlé d'Haliburton, mais ça c'est 3 mecs que je pense également les Cavs vont cibler. McConnell, Obi Toppin, Mathurin, dès qu'ils vont être sur le terrain, ils vont être ciblés. Donc au final, il y a un peu qui va-t-on vraiment faire jouer? Est-ce que va falloir un peu se reposer sur beaucoup de minutes de profil plutôt défensif, type je sais pas moi, Ben Shepard ou des mecs comme ça, plus que l'attaque de McConnell qui peut parfois nous donner sur 25 minutes quoi. Peut-être. Obi Toppin, la question se pose aussi. Est-ce qu'on fait jouer Obi Toppin ou plutôt Jarras Walker plus de minutes parce que la défense de Walker, mais vous voyez à quel point ça peut aussi avoir des conséquences de l'autre côté. Les fameux vases communicants. Est-ce que tu restes avec tes line-up et beaucoup de joueurs offensifs, mais tu souffres en défense, ou alors est-ce que l'attaque des Cavs est telle que tu te dis non, faisons jouer plutôt des défenseurs et limitons les minutes de nos offensifs, juste offensifs, mais tu vas le payer aussi en attaque. Si tu fais pas beaucoup jouer McConnell, si tu fais pas beaucoup jouer Mathurin ou Bitopin, voilà, ça peut, ton attaque peut en pâtir également. Donc les vases communicants également. Mais bref, donc voilà, je vois que le chrono tourne, on va essayer de limiter. Mais dernier point, à quel point est-ce que les Cavs peuvent jouer un peu la carte du rebond offensif? J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans le côté, ils n'ont pas besoin de ça en soi, ils n'ont pas besoin, ils peuvent juste faire un repli et donc peut-être limiter la transition des Pacers, mais c'est vrai que les Pacers, pour le coup, ne sont pas bons du tout au rebond offensif. Donc, on peut se poser la question, n'y aurait-il pas une carte à jouer ici en mode allons-y à fond? Alors que de base, les Cavs sont pas élites sur ce rebond offensif, c'est pas leur jeu pour le coup. Mais vu qu'en face, tu as une défense qui peut être à ce point friable, en plus selon les line-up, il y a des line-up c'est mieux, il y a des line-up c'est quand même beaucoup moins bien, le rebond, la protection du rebond. Donc, on peut s'imaginer ce truc de dire, sur séquence, voire sur des matchs, jouons la carte du rebond. Et donc, qui a aussi un effet parfois un peu dissuasif, en mode, les Pacers, plutôt que de partir en contre-attaque, on est un peu obligé de rester faire les box-out plutôt que se projeter en contre-attaque. Donc voilà, peut-être qu'il y a ce truc aussi de pourquoi pas essayer un peu d'atténuer, en un sens, atténuer la contre-attaque des Pacers en insistant sur le rebond et donc en les obligeant à ne pas se projeter et en protégeant le rebond de par ceci. À garder en tête, parce que la transition est à mon avis à ce point importante pour les Pacers que si les Cavs parviennent un peu à influencer là-dessus, à jouer un peu là-dessus, de par ce rebond offensif, ça pourrait être un point clé de la série. Bref, donc voici pour ce côté-là du terrain, l'attaque des Cavs contre défense des Pacers, le plus déséquilibré en théorie, donc peut-être celui qui est le plus à surveiller en un sens. Et voici également pour cette preview entre les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers. On va finir avec un pronostic. Je pense que les Cavs vont passer et iront en finale de conférence, même si je m'attends tout de même à une série tactiquement assez intéressante par rapport à tous les éléments qu'on a évoqués. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et pour vous dire, je dois avouer que je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux de vous, pour le coup, puisque au moment où vous écoutez, vous lisez ces lignes, au moment où vous écoutez ceci, vous savez qui a gagné entre les Denver Nuggets et les Clippers. Cette série passionnante également. Donc bref, voici pour ces 2 demi-finales de conférence Est. On a fait les 2 previews. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai toujours moyen de faire plus long, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire sortir les enjeux, on va dire, sur une preview. Et puis après, quand les matchs auront lieu, on décrira ce qui s'est passé pour de vrai, mais je voulais pas partir en mode on fait 2-3 heures de s'il se passe ça, etc. C'est parfois faire un peu du superflu pour des scénarios qui n'arrivent pas. Donc bref, voici pour aujourd'hui les previews. On se retrouve quand? Bientôt, pour parler du perdant sans doute, du perdant, faire un peu le bilan de soit Clippers, soit Denver, ou alors pour faire une nouvelle preview de est-ce qu'on aura OKC contre Nuggets, OKC contre Clippers, et puis également après il y aura l'autre série qui va se conclure également sur un match 7 Warriors Rockets qui va être intéressante. Bref, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt donc pour un nouveau podcast, même si je ne sais pas lequel exactement, je ne peux pas vous dire pour l'instant.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien actuellement sur ces playoffs, ça fait vraiment très plaisir. Merci à tous, merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.